Bonjour à tous. On va vous présenter en fait un travail qui a été réalisé dans le cadre du projet America, qui est dédié en fait au développement en fait de l'environnement géomatique pour le traitement en fait des cartes utilisées dans le domaine de la dialectologie et de la linguistique. Et on s'intéresse plus particulièrement à l'atlas linguistique de la France. Donc, on va faire notre présentation à deux voix avec Philippe Genoux et moi-même. Donc, alors, hop, voilà. Donc, pardon. Voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste la dialectologie et quelle est en fait la problématique auquel on est confronté. Donc, la dialectologie, c'est un sous-domaine de la linguistique, et plus particulièrement de la géolinguistique, qui est dédié, comme son nom le sous-entend, à l'étude des dialectes et des patois, et qui procède à l'inventaire des faits observables dans une ère dialectale donnée et à l'interprétation en fait, de ces faits observables. En fait, les dialectologues s'intéressent surtout à l'étude des variations spatiales, temporelles des dialectes à travers leurs caractéristiques phonétiques, morphosyntactiques, lexicales, sémantiques, et tout ça en fait dans le temps, dans l'espace, et voir au cours des changements en fait socio-environnementaux. Alors pour mener en fait enfin juste pour la petite histoire, ben, vous connaissez tous par exemple le débat qui anime en fait la société française sur cette viennoiserie qui d'un côté en fait sur la partie sud-ouest de la France s'appelle la chocolatine et sur le reste de la France en fait s'appelle le pain au chocolat. Donc on est un petit peu dans cette problématique là. Voilà. Et donc, pour mener leur travail, les dialectologues s'appuient sur des atlas qu'ils ont construits au cours du temps, des atlas linguistiques qu'ils ont construits au cours du temps. Ce sont des ouvrages relativement anciens qui contiennent des cartes sous lesquelles sont reportées en fait différentes, sur lesquelles sont reportées les formes phonétiques des différentes variations qui ont été collectées en fait au cours des enquêtes. Donc, par exemple, excusez-moi, je vais vous reprendre. En fait, c'est des ouvrages anciens qui contiennent des cartes sur lesquelles sont reportées à différents points géographiques, les variations linguistiques, c'est-à-dire la façon dont un concept, un objet, une action est prononcée en un lieu donné. Alors, nous, on s'intéresse plus particulièrement à l'atlas linguistique de la France, qui est un des atlas linguistiques les plus anciens et les plus emblématiques, qui a été construit en fait au début du XXe siècle, et qui constitue en fait les données brutes pour de nombreux dialectologues en fait dans leur recherche, voire même pour des historiens. Et en fait, pour construire cette atlas qui a été fait par deux protagonistes, Jules Gilliron et Edmond, et ben, ces personnes, en fait, ces dialectologues ont parcouru l'espace français et à chaque localité en fait identifiée, ils ont demandé à des locuteurs de prononcer la façon dont d'expliquer, de prononcer la façon dont ils appelaient en fait un objet. Par exemple, ici, vous avez l'objet champignon. Ici, vous avez champignon, ben, dans ce point-là, on va le prononcer sapin. Et ici, aussi, on va le prononcer en fait champignon. Voilà. Et donc, ces éléments-là sont reportés en fait sur les cartes, où chaque carte en fait correspond donc au concept interrogé. Sont portés sur ces cartes le numéro de point d'enquête qui correspond à la localité où a été en fait collectée la forme phonétique et la forme phonétique correspondant à l'appellation en fait, de l'objet interrogé. Alors, une des problématiques, c'est que la forme phonétique ne correspond pas à l'API, mais plutôt à un alphabet phonétique particulier appelé l'alphabet en fait, donc, du coup, on a à peu près près de 2000 cartes, 1920 cartes exactement, sur 639 localisations, réparties sur 3 volumes d'atlas linguistique, ce qui nous fait en fait un volume de données de plus de 1 million. Alors, concrètement, dans ces cartes, elles apparaissent en fait relativement simples dans leur contenu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez chaque carte va correspondre et chaque carte possède un titre qui peut ici par exemple le champignon.
Sur ces cartes, vous avez donc les différents points d'enquête qui sont toujours en fait les mêmes sur les 1900, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, vous avez donc le numéro auquel est associé une localité, la forme phonétique, le nom du département et puis les limites des départements. En fait, donc l'information qui est contenue dans cette carte est relativement faible, on va dire, simple. Par contre, ce sont des cartes qui sont très anciennes et pour lesquelles, en fait, qui possèdent des caractères très particuliers, puisque c'est un alphabet, en fait, un alphabet phonétique qui est peu connu et qui possède, et en fait, en plus ces cartes étant anciennes, et ben, il y a beaucoup de problématiques liées à la vétusté de la carte, à des caractères qui peuvent être dus à une mauvaise manipulation de la carte, etc. Donc, en fait, actuellement, il n'existe pas véritablement d'OCR qui vont permettre d'extraire automatiquement en fait, ces caractères phoniques. Alors, pour continuer dans la problématique du processus en fait, de construction en fait, des aires linguistiques, c'est-à-dire que les atlas linguistiques constituent la donnée brute pour les dialectologues, et c'est à partir de cet atlas linguistique que les dialectologues vont construire en fait les cartes linguistiques interprétatives définissant en fait la limite des aires linguistiques et voir leur évolution au cours du temps. Donc, pour cela, pour effectuer leurs cartes, eh bien, ils explorent de façon les cartes papier. Ils relèvent donc les numéros de points d'enquête, ils vont relever les noms correspondants, et puis après, ben, ils vont traduire dans les matrices en fait d'information les caractéristiques lexicales en API, la définition du genre, les timons, le lemme, les fixes, en fait un certain nombre en fait de caractères linguistiques et sémantiques. Et en fait, tout ce processus, si vous voulez, jusqu'à maintenant, il est complètement manuel. Il s'agit en fait de la visualisation des cartes, l'exploration, la collecte en fait des points d'enquête, l'interprétation des formes phonétiques, jusqu'à même la construction en fait des cartes interprétatives sous forme d'aire linguistique. Donc du coup, le projet Éclat avait pour objectif en fait de proposer un ensemble de modèles, d'algorithmes et d'environnements informatiques qui permettait en fait, qui permet d'explorer ces cartes, d'extraire, d'annoter automatiquement en fait les formes phonétiques et d'interpréter ces formes phonétiques de façon collaborative et puis de créer aussi en fait les cartes linguistiques interprétatives. Donc pour cela, on a un consortium pluridisciplinaire qui regroupe des informaticiens du LIRIS et du L3I à La Rochelle, spécialisés dans le processus de reconnaissance des documents anciens et de stockage et de numérisation de ces documents anciens. Une équipe de dialectologues, c'est peu nombreux en France, qui apportent en fait leurs connaissances thématiques, mais aussi qui a utilisé nos données pour interpréter en fait nos approches pour interpréter et améliorer en fait leurs études. Et puis en fait une équipe de géomaticiens en fait pour les compétences liées en fait au traitement des données en fait de référence. Alors nous aujourd'hui on s'intéresse plus particulièrement à l'outil carte dialecte qui est en fait au cœur de ce projet, qui est une application on va dire web mapping qui assure à la fois le stockage des cartes qui ont été numérisées, qui assure aussi la visualisation de ces cartes, la consultation, l'annotation, et qui permet aussi en fait l'export des données en fait extraites et des données extraites et puis des cartes numérisées vers d'autres applications en fait des cartes. Alors là, en fait, je vous présente donc la visualisation en fait des cartes qui ont été numérisées. Donc cette visualisation, elle repose sur une technologie en fait OpenStreetDragon, qui est une librairie qui facilite la visualisation, qui a permis en fait le zoom, pardon, qui permet de zoomer, de dézoomer de façon très fluide et très facile en fait dans les cartes de la LF, et ceci sans latence. Donc, les cartes, en fait, elles ont été numérisées selon un format très haute résolution.
Elles sont stockées au sein de cette application sous forme de tuiles, d'un ensemble, enfin de pyramides en fait de tuiles. Et seules les tuiles qui vont correspondre à la zone zoomée en fait sont affichées. Et du coup, le temps de chargement de cette image qui est très lourde, eh ben, est réduit. On va, du coup, en fait, ça permet en fait cette consultation, cette visualisation très fluide et très précise en fait dans des cartes de l'ALS. Ce n'était pas le cas en fait jusqu'à maintenant. Donc ici, vous avez une illustration en fait qui montre à quoi ressemble conceptuellement en fait la pyramide d'images pour la carte par exemple à Beauvoir. Et en fait, chaque niveau en fait de la pyramide, l'image en fait est réduite de 4. Alors, pour accéder en fait aux différentes cartes de l'AES, ben, plusieurs entrées sont proposées par le numéro de carte, puisqu'on a vu que les cartes en fait étaient numérotées, par leur titre, mais aussi par des critères grammaticaux. Par exemple, je veux toutes les cartes comportant un déterminant féminin, par exemple, ou je veux toutes les cartes comportant un verbe du premier groupe à l'infinitif. Par critères thématiques, parce que les cartes sont rangées aussi par thème, sous-thème, par exemple le thème de la flore sauvage. Dans la flore sauvage, on va trouver des arbres, la forêt, etc. D'accord? Et puis aussi par les types contextualisés, par exemple, je veux toutes les cartes qui contiennent le mot abri, etc. La consultation, en fait, elle s'effectue aussi, des cartes à travers aussi des points d'enquête. Donc, on a et par toponime, puisqu'à chaque point d'enquête est associé en fait une localité qui a été identifiée. Et puis, ces toponymes et ces points d'enquête, les cartes même, en fait, sont liées en fait aux données du web, ce qui permet de contextualiser en fait les informations qui sont fournies et aussi en fait de partager en fait nos ressources sur le web. Alors, au-delà de la simple consultation, si vous voulez, de ces cartes qui ont quand même constitué un progrès non négligeable en fait, dans le domaine de la dialectologie et de la géolinguistique, on a proposé aussi, si vous voulez, la possibilité d'annoter en fait les cartes, les données, les informations qui sont contenues dans les cartes. Donc, l'annotation, elle a consisté déjà à transcrire, si vous voulez, les formes phonétiques qui sont en gileron en API, et puis aussi à annoter en fait sémantiquement chacune de ces transcriptions phonétiques en apportant en fait en décrivant les caractéristiques lexicales, etc. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez, il se trouve que les formes phonétiques, elles peuvent être similaires à plusieurs points d'enquête. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a proposé en fait une annotation, on peut automatiquement propager en fait toutes les annotations qui ont été faites sur un point d'enquête donné à d'autres points d'enquête, à d'autres formes phonétiques qui sont attachées à des points d'enquête, qui sont similaires ou qui ont en fait un niveau de similarité en fait identifié. Considérant que d'une part ce travail d'annotation est très lourd, que en plus ces interprétations relèvent d'une connaissance experte qui peut être sujet à discussion, on a proposé aussi une notation collaborative. Donc concrètement, comment ça se passe? Attendez, hop, je ne trouve pas normalement j'ai une animation sur ce. Comment il marche? Pourquoi il marche là? C'est en mode. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça y est, excusez-moi. Voilà. Alors, concrètement, en fait, comment ça se passe? Ça se passe en fait en deux temps. La première, elle consiste à la transcription phonétique. Donc, pour cela, l'utilisateur sélectionne en fait un point d'enquête, va, grâce en fait à un clavier en fait défini en API international, saisir tous les caractères phonétiques correspondant, si vous voulez, à la forme phonétique inscrite en gileron sur la carte de l'ALS. Et puis, il va définir en fait tous les points d'enquête qui correspondent, si vous voulez, qui possèdent en fait les mêmes caractéristiques, les mêmes formes phonétiques. Donc, bien entendu, il peut être amené à modifier ces points d'enquête, à les supprimer, en rajouter d'autres, etc. Donc, à terme, cette étape, si vous voulez, d'annotation des points d'enquête devrait être supprimée, puisque l'idée, c'est qu'on est dans l'ANR
cas, enfin, dans notre suite logicielle ECLA, un environnement qui permette automatiquement de reconnaître la forme phonétique, de la transcrire en API et puis, bien entendu, de l'indexer spatialement. Alors, une fois la transcription phonétique effectuée, l'utilisateur passe à la notation, donc à l'interprétation de ces formes phonétiques. Et donc, pour cela, c'est pareil, il sélectionne un point d'enquête et il va pouvoir en fait renseigner toutes les caractéristiques lexicales nécessaires à son étude. Donc, par exemple, là, il définit déjà un niveau de confidentialité des annotations qui rentrent. Il faut savoir qu'en dialectologie, construire, en fait, interpréter une carte uniquement, en fait, constitue déjà en fait une recherche en soi. Et ensuite, l'utilisateur peut saisir autant de lemmes ou autant de décimaux en fait qui est nécessaire. Et du coup, en fait, en renseignant en fait, toutes les caractéristiques spécifiques. Alors, une fois que les informations en fait sont saisies, une fois que les données sont enrichies sémantiquement, celles-ci peuvent être propagées, si vous voulez, aux points d'enquête qui possèdent les mêmes caractéristiques, les mêmes formes phonétiques. Et cette propagation, elle est basée sur le principe de similarité entre les différentes formes phonétiques. Et cette similarité, elle est calculée au moyen de la distance de Levenshtein. Voilà. Donc, du coup, une fois que vous avez, si vous voulez, une fois que l'utilisateur a défini toutes ces interprétations, elle peut être, si vous voulez, propagée à tous les points d'enquête similaires. Et bien entendu, ces indications peuvent être consultées, partagées avec d'autres utilisateurs. Donc, je laisse la parole à Philippe sur les aspects de modélisation. D'accord, donc je vais être assez rapide parce que sinon on va éclater les chronos. Donc, au niveau de la modélisation, donc en fait, on a construit un modèle de données pour la classe linguistique de France, mais on verra qu'en fait, ce modèle s'applique de manière générale généralisée à toutes sortes de classes linguistiques parce que l'ALF, en fait, elle servait de modèle pour beaucoup d'autres classes linguistiques, soit par exemple en Italie ou aussi des classes linguistiques régionaux. Et donc, il pourrait être instancié pour ces différents atlas. Donc ici, j'ai essayé de séparer les différentes parties du modèle. Donc, il y a une partie en jaune qu'on voit ici, c'est la partie carte et la partie, en fait, de ce qu'on appelle les données brutes, qui sont ce qui a été enregistré, enfin, écrit dans l'ALF. Donc, la carte, les titres des cartes, les réponses phonétiques, les informateurs, les points d'enquête. Pour les points d'enquête, donc, on a des informations spatiales qui vont permettre d'avoir une coordonnée géographique de chaque point d'enquête qu'on a récupéré aussi à partir du toponyme. On a une partie indexation qui permet de définir donc les catégories grammaticales et les catégories thématiques avec catégorisation en termes de classe hiérarchique. Je vais regarder dessus tout à l'heure. Et puis après, il y a la partie en bleu qui est ici, qui est la partie, je peux enlever ça peut-être. La partie en bleu qui est la partie donc annotation qui sont donc après ensuite rajoutées sur les différentes cartes de l'ALF. C'est la bonne flèche. Ça marche. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. Peut-être je profite de ce petit silence là pour juste pour vous rappeler qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'on a encore notre présentation. On va sauter les suivants. Ah, d'accord. Donc, en fait, notre modèle, donc, en fait, on a choisi de représenter après nos données sous la forme de graphes de données RDF, donc de linked données liées et l'objectif aussi ouvert. Et donc, on a traduit notre modèle sous forme d'ontologie, en s'appuyant aussi sur les ontologies, donc pour la partie spatiale sur GeoSparkle, le standard GeoSparkle, sur la partie annotation, enfin indexation sur SCO, Simple Knowledge Organization System, qui sont des standards W3C, et puis aussi une partie du Dublin Core qui existe. Donc, on a une ontologie qui a été décrite en haut, et en fait, notre modèle est instancié ensuite sous la forme d'un graphe de données. Donc, chaque élément du graphe, c'est un triplet, le sujet, la propriété et la valeur de la propriété.
Ce graphe de données a été alimenté à partir des données qui sont extraites par l'outil d'analyse d'image, de traitement d'image et de CR. Alors, pour le moment, en fait, le CR, c'est encore pas tout à fait satisfaisant parce que l'alphabet Giron est très complexe et c'est compliqué de reconnaître les diacritiques et de reconstruire donc la forme phonétique sous la forme Giron. Mais bon, c'est un travail qui actuellement avance pas mal. Mais on a aussi les points d'enquête sur chaque carte, parce qu'en fait, sur chaque carte, il va falloir cliquer sur un point d'enquête, donc il faut les coordonnées des différents points d'enquête. Donc, on a une segmentation qui permet de récupérer ces différentes informations qui ont été introduites dans notre base de données sous forme de graphe. Et puis, il y a des données d'annotation qui vont être fournies aussi et intégrées à ce graphe, qui est stocké dans une base de données sous la forme d'un triple store, orienté RDF. Et RDF, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Resource Description Framework, c'est un standard du V3C. Et l'idée, c'est de pouvoir, la manière qu'on peut faire des liens entre documents avec des liens hypertextes, ici, c'est de pouvoir faire des liens entre jeux de données, puisque chaque donnée est identifiée par une URI, qui est une généralisation des URL. Et on a un langage de requête, donc qui permettra d'interroger ce graphe de données qui est Sparkle, qui est l'équivalent, pour transposer, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, de SQL au modèle relationnel. Sparkle, c'est le langage de requête pour les modèles RDF. Et puis, aussi, on a un service de… puisque en fait, on va utiliser des URL, enfin des URI précisément pour désigner nos ressources. Elles sont hébergées sur un des serveurs actuellement de l'IMAG, mais ça va peut-être changer. Donc, en fait, pour garder des noms uniques pour que les gens puissent lier avec nos données, on a des URL persistantes qui sont fournies par service Perl de l'Internet Archive. Alors, on va sauter les transparences suivantes, parce que je pense que ça… Non, on va le sauter, je pense que… Oui, non, c'est parce qu'il y en a 14 minutes. Donc, en particulier, vous avez pu voir tout à l'heure, on avait fait des liens justement, l'idée des données liées, c'est de pouvoir se greffer sur, donc on a notre graphe de données, et il y a d'autres graphes de données qui existent. Donc, pour montrer la faisabilité des choses, on s'est lié avec le graphe de données de DBpedia pour les points d'enquête. On a cherché dans DBpedia, donc, tous les lieux qui avaient les mêmes toponymes et qui étaient à une distance géographique, parce qu'il y avait des homonymes quand même entre lieux, réduite par rapport à ceux qu'on avait dans notre corpus. On a fait aussi une liaison avec des données, les noms de lieux dans la BNS pour pouvoir après, à partir du lien, retrouver éventuellement des ouvrages qui traitent de ce lieu-là et des ouvrages historiques assez anciens qui peuvent contextualiser l'information sur les localités. Voilà. Et on a fait pareil pour les cartes, sur les titres des cartes, donc relier les titres des cartes, donc la carte abeille avec ce qu'on peut trouver comme ressources sur les abeilles, à la fois dans la BNF ou dans l'Europeana, qui est donc une plateforme européenne qui date de qui a été lancée en 2009, qui permet aussi de mettre en ligne pour la recherche un certain nombre de ressources des différents pays de la communauté européenne. Donc là, on a fait on permet aussi, dans notre outil, aux gens qui annotent les cartes, d'aller chercher dans l'Europeana par l'API de recherche Europeana, de pouvoir dire, ben voilà, je vais lier quelle ressource Europeana qui peut illustrer, par exemple, une réponse qui était donnée à un lieu donné. Je laisse reprendre la main. Et donc, du coup, enfin, pour finir, les données en fait, qui ont été collectées via l'annotation vont être exportées, peuvent être exportées, si vous voulez, dans un format classique, standard, et peuvent être après en fait récupérées pour être cartographiées dans des outils qui ont été aussi développés dans le cadre de la Class, des outils en fait de cartographie dédiés à la géolinguistique, qui sont Chani Dialecte et Chani Class, qui permettent de définir avec des aires linguistiques, des isoglosses délimitant en fait les aires linguistiques, ce qui se faisait à la main jusqu'à maintenant, et d'identifier en fait des classifications spatiales en fait de ces aires linguistiques. Ces cartes en fait interprétatives sont elles-mêmes en fait exportables dans un autre environnement qu'on appelle dialectologue, qui permet en fait une superposition des couches et la combinaison en fait des couches avec issues de services web géographiques, donc qui va en fait favoriser l'analyse de l'évolution en fait des aires linguistiques et de l'interprétation en fait, réalisée par les dialectologues. Alors, en fait, tout ce projet, tous les différents environnements en fait, qui ont été proposés vont au-delà, si vous voulez, de la valorisation, en fait, simplement en fait,
de l'Atlas linguistique de la France, de la diffusion en fait de l'Atlas linguistique de la France, hein, qui pour le moment n'avait pas été fait en fait de façon, on va dire, satisfaisante. Ce projet, il a aussi, c'est important à noter, contribué à promouvoir en fait l'usage du numérique dans certaines communautés, notamment les dialectologues en fait, et les géolinguistes qui utilisaient très très peu en fait nos outils, on va dire, de la géomatique, parce que trop complexes. Par exemple, les outils tels que QGIS, ArcGIS, etc., en fait, sont beaucoup trop complexes pour eux. Et au-delà en fait de l'usage de l'outil, ce qui est intéressant en fait à montrer, c'est que comme ces thématiciens se sont aussi appropriés en fait les méthodes que l'on propose, et ben ça a un effet en fait, ça permet, si vous voulez, d'évoluer en termes d'approche méthodologique dans la recherche en dialectologie. Donc là, il y a véritablement en fait eu, on va dire, une recherche interdisciplinaire en fait à faire ce sujet. Donc, ce qu'on propose aussi, c'est une approche en fait, générique qui peut s'appliquer à d'autres atlas linguistiques. Et on aimerait bien aussi voir comment, en fait, nos approches peuvent aussi s'appliquer à d'autres types de cartes qui peuvent être relativement simples dans leur contenu. Une des problématiques auxquelles on est confronté, par contre, c'est comment assurer en fait, la pérennité en fait, des environnements que l'on a développés. C'est une bonne question. Je vous remercie pour votre attention et désolé.